Le cinéma, par son imagerie forte, s'est très vite emparé du sujet de la guerre. Ah ça y est, on va enfin parler d'un film hollywoodien avec plein d'effets spéciaux? Non, 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 t'es mignon. Non, aujourd'hui, ça va être une petite séance de propagande. Aujourd'hui, nous allons parler du film Alexandre Nevsky d'Eisenstein, sorti fin 1938. C'est un bijou de propagande soviétique et ça reprend l'histoire justement d'Alexandre Nevsky et de la bataille du lac Peipus en 1242. Eisenstein est un monstre sacré du cinéma russe, notamment connu pour Le cuirassé Potemkin ou encore Octobre. Ce film est une commande de l'État communiste et le but est très clairement de reprendre l'histoire pour en faire une allégorie de la guerre à venir contre l'Allemagne nazie. De bons moyens ont été alloués au film et la musique est signée Prokofiev, que vous connaissez sûrement par Pierre et le Loup, ou encore La Danse des Chevaliers. Pour mieux en discuter, nous allons commencer par parler de cette fameuse bataille du lac Peipus. Et pour cela, nous devons remonter en 1240. À cette époque, la région de la Russie occidentale est totalement morcelée. La Russe de Kiev a été balayée par les Mongols et il ne reste que des États divisés, vassaux sans obéissance de la Horde d'Or du Grand Khan. Alexandre Nevsky est le prince élu de la ville de Novgorod. Et après avoir battu les Suédois à la bataille de la Neva, il va se retrouver banni car devenant trop puissant. Dans le même temps, plus à l'ouest, ce sont les chevaliers teutoniques qui montent en puissance. Originellement ordre de chevaliers des croisades, ils seront appelés à l'aide par les Polonais afin de christianiser les Lituaniens. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils prennent leurs aises. En moins de 20 ans, ils occupent une partie de la Prusse, la Livonie et l'Estonie. C'est ainsi qu'en 1240, leur regard se tourne vers Novgorod et les États orthodoxes divisés à l'est. Et militairement, ils rassemblent une élite de chevaliers et sont très bien structurés. Cette guerre vise clairement à profiter de la désorganisation actuelle des Russes. Très vite, ils occupent plusieurs villes et Novgorod est directement menacé. Forcément dans ces cas-là, le prestige militaire prévaut et Alexandre Nevsky est rappelé par la ville. Il réussit à redresser la situation et repousse pour un temps les Teutons. Au printemps 1242, les chevaliers relancent leur attaque et pour tenter de surprendre les Novgorodiens, ils décident de passer par le lac de Peipus alors gelé. Sauf qu'il y en a un qui les attendait de pied ferme. Bien en place, Alexandre Nevsky les reçoit sur le lac, désirant avant tout les empêcher de revenir sur la terre ferme. Pour ce qui est des troupes, les Russes sont au moins 2 fois plus que les chevaliers teutoniques. Pour ce que je vais rajouter comme précision, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, on manque de sources fiables. Pour les Teutons, on propose en général 1500 chevaliers de différentes nationalités, le tout appuyé par un petit millier de soldats à pied. Donc une cavalerie lourde, puissante, très efficace et expérimentée. Et en face, on aurait 3000 miliciens légers, un petit millier de cavaliers nobles russes et 800 archers montés mongols. Infanterie légère, cavalerie de soutien et présence notable des Mongols, marquant ici la volonté d'Alexandre d'accepter la tutelle de ces derniers pour le bien de Novgorod selon lui. Pour la bataille, les Russes s'attendent à une charge. Ils décident de placer l'infanterie seule en première ligne dans le but de tenir la position, de cacher les Mongols et de garder la cavalerie en réserve. Et la bataille se déroule assez simplement. La charge teutonne réussit mais ne rompt pas l'infanterie russe. Au bout de 2 heures, les cavaliers d'Alexandre sont engagés et prennent en tenaille les chevaliers teutons. Leur infanterie prend peur et s'enfuit, puis c'est au tour des chevaliers de prendre la fuite. Une idée reçue sur la bataille, Enfin, il y a peu de chances que ce soit vrai. est que la glace aurait alors rompu et que l'armée teutonne se serait noyée. En fait, c'est très certainement le film dont nous allons parler qui a créé cette idée. De toute façon, ce dernier a pris beaucoup de liberté face à l'histoire. Toujours est-il que la bataille est un sacré coup d'arrêt pour les Teutons. Si les pertes sont inconnues, on sait que peu de chevaliers arriveront à retourner au bercail, et qu'ils ne retenteront pas d'invasion d'ici peu. Enfin, pour les quelques années à venir. En soi, ça les a pas affaiblis plus que ça. Par contre, côté russe, si la victoire est célébrée, elle est peu utile. Les Mongols vont par la suite raffermir leur contrôle, même s'ils ne forceront pas à des conversions religieuses. La victoire prend un sens culturel et unificateur pour les Russes, et Nevsky sera par la suite héroïsé et canonisé.
Ce qui nous amène directement au film Alexandre Nevsky. Bon, avant de commencer, 2 choses. Le film a mal vieilli, ce qui le rend drôle par moments. Et c'est un film de propagande totalement assumé, donc à partir de là, il est manichéen. Je risque de pas résister à en rire un peu. L'histoire est grosso modo la même. Mais avec les corrections nécessaires pour filer les allégories chères à l'URSS et bien parler l'ennemi allemand. Le film commence en affirmant que les anciennes guerres avec les Mongols ont affaibli le pays, et on retrouve des Russes en train de pêcher. Je vous rappelle qu'il avait été banni. Et puis ça lui donne une stature d'homme simple, proche du peuple. Mais à peine le temps de chanter qu'ils aiment leur Russie et qu'ils ont battu les Suédois, que des Mongols viennent parlementer avec Alexandre, lui-même parmi les pêcheurs. Les Mongols, vu son prestige, veulent en faire un chef chez eux. Mais Alexandre refuse car... Есть у нас поговорка: с родной земли умри, да не сходи. Cette discussion permet surtout de présenter le Mongol comme un homme fourbe et donne l'occasion à Alexandre de désigner le véritable ennemi. Немец. Je vais peut-être accélérer le résumé. Ah oui, au fait, je vais vous spoiler, même s'il faut vous avouer que le film est très prévisible. Scène suivante, Novgorod qui apprend que les Teutons ont pris la ville de Pskov. Après quelques altercations entre le peuple et les riches, qui sont peu enclins à la guerre, il décide d'appeler à l'aide Alexandre Nevsky. Oui, donc comme prévu, la solution viendra du peuple et non de la bourgeoisie ou de la noblesse. Juste après, nous découvrons Pskov, superbe intégration des méchants qui ont droit à une esthétique très propre. On y trouve un traître, des prisonniers russes fiers et des chevaliers inhumains envoyant au feu des enfants. On notera la présence très forte de prêtres et de croix catholiques, à l'attitude plus sataniste, puisque ce film en profite pour être anticlérical. Un point habituel encore dans la Russie de Staline. Mais déjà, Alexandre est retrouvé chez lui et accepte de rejoindre la guerre. Il en appelle au peuple qui répond en masse. Et encore une chanson pour dire à quel point ils sont fiers d'aller mourir pour défendre la Russie. Il y a même un moment où le peuple sort littéralement de la terre. Et que les nains jaillissent des trous qui sont dans le sol. C'est donc une armée populaire galvanisée par Alexandre qui se met en marche. Ensuite, on a droit à une messe vraiment inquiétante de la part des Teutons, qui apprennent qu'ils peuvent prendre en embuscade l'avant-garde russe, ce qu'ils se dépêchent de faire. Le temps de faire une blague au coin du feu vraiment gênante, Alexandre découvre son avant-garde massacrée et décide de mener bataille sur le lac Peipus, donc hors du territoire russe. Bon, je vais pas vous faire le reste de l'exposition, hein. Ils exposent grossièrement leur tactique en effaçant les Mongols de la bataille, et on a droit à une scène de combat de 25 minutes dont nous reparlerons. La bataille se terminant par la glace craquant sous les pieds de Teutons tentant un rassemblement. Une chanson à la gloire des morts vient faire la transition avec la libération de Pskov. On juge les prisonniers, libérant les simples soldats car ils ne sont pas ici de leur plein gré. Magnanime, populaire. Par contre, on échange les chevaliers contre du savon. Et le traître, on le lynche. Ne reste plus qu'à faire la fête et à adresser un message direct aux Allemands. Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. À noter aussi que durant tout le film, on a le droit à une intrigue amoureuse. En gros, 2 soldats assez courageux veulent la même femme qui décident d'épouser celui qui survivra à la bataille. Ce qui donne un instant gênant quand elle découvre que les deux ont survécu. Mais tout se termine bien parce que l'un des deux s'est battu aux côtés d'une femme durant la bataille et en a apprécié le courage. Donc il laisse la première à son ami et s'en va prendre l'autre. Ne vous inquiétez pas, les femmes ne sont là que pour obéir aux ordres des hommes dans ce film et elles sont très dociles. Ce qui donne une idée de ce qu'on attendait des femmes en Russie en 1938.
Bon, autant vous le dire tout de suite, ce film n'est pas le meilleur d'Eisenstein. Mal écrit, mal joué, avec une patte trop forte de la part du contrôle stalinien, son manichéisme est tellement poussé que cela empêche d'y croire du début à la fin. Reste qu'on peut quand même accorder 2 ou 3 choses à ce film. Le message y est clair et facile à interpréter pour la totalité du peuple russe auquel s'adresse ce film. L'esthétique des chevaliers teutoniques est puissante et parfaitement travaillée. Et enfin, la bataille est une première technique, même si elle est aujourd'hui totalement dépassée. Dites-vous qu'elle a été filmée en été. Tout l'environnement a donc été manipulé pour donner une impression hivernale. Ainsi, les images dantesques répondent à la symbolique générale de l'ennemi. Svastika sur l'évêque, casque des soldats proche du casque allemand, catholicisme diabolisé. Du côté russe, les points chers à l'URSS sont tous présents. Le peuple sera la clé, le chef est bienveillant, juste, mais sait être dur, et on n'a pas besoin de Dieu pour gagner. Enfin, notons l'emploi de la musique pour insuffler l'ambiance de chaque scène, avec un montage qui est combiné avec l'œuvre de Prokofiev. Cela, combiné avec l'imagerie dont nous avons déjà parlé, permet d'obtenir un film qui, même aujourd'hui, est assez fort à voir. Il a influencé plein de films dans la manière de montrer une bataille ou de faire monter la pression. Et oui, pour ceux qui se demanderaient, Stupéflip en a gardé quelques éléments. Voilà, c'est un film à voir pour l'histoire du cinéma et pour l'exercice de style de propagande. Mais il faut en accepter les longueurs, le jeu d'acteur et le manichéisme. Reste pour moi de parler tout de même de la trajectoire de ce film. Oui, parce qu'il subit un peu le volte-face de l'URSS. En 1938, la tension est palpable entre la Russie stalinienne et l'Allemagne nazie, d'où la commande de ce film. Mais en 1939, c'est le pacte de non-agression germano-soviétique qui est signé. Tout à coup, le film devient gênant pour Staline, qui le retire discrètement. Jusqu'en juin 1941 et l'attaque surprise des Allemands. Le film est alors ressorti et même envoyé en Occident. C'est d'ailleurs cette année-là que le film gagnera un prix Staline. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.